J'ai connu l'émergence de maladie. Ça a démarré à une région de Chine qui a la population de la France et qui a la taille de l'Espagne. En un mois, ils avaient identifié le virus, ils avaient créé les kits de dépistage, ils avaient construit 2 hôpitaux, ils avaient confiné toute la région. Donc c'est extrêmement rapide. Je suis impressionné par la réponse en fait, industrielle. On est mardi 18 mars, il est 8h, je viens d'arriver à l'hôpital. Et aujourd'hui, je voulais te montrer un peu comment ça a évolué à l'hôpital, quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire face à cette crise sanitaire et comment on essaye de gérer tout ça. Et tu vas voir qu'on n'est pas super bien équipé, même si on essaye de s'en sortir. La première chose qui a changé, c'est cette tenue. Interdiction de porter des vêtements qui viennent de l'extérieur. Parce que habituellement, les médecins sont plutôt habillés en civil, mettent leur blouse par-dessus. Et maintenant, c'est interdit, ce que je trouve très bien, déjà d'un point de vue hygiène, mais aussi d'un point de vue social. C'est un peu comme l'uniforme au lycée, où tout le monde est à la même enseigne. Et bien ici, tout le monde aussi est à la même enseigne. Pas de différence entre les aides-soignants, les infirmiers ou les médecins. Si ça pouvait continuer après la pandémie, c'est une très bonne chose. Yo! Quelle ponctualité à cette crise. Oui, devine qui a toussé aussi toute la nuit. Et on arrive, on prend la température. Et c'est psychosomatique. C'est très intéressant de regarder les taux de dissémination du virus en Chine et dans les pays voisins. Donc en Chine, on voit que dans la province, 50 000 cas environ testés positifs, plus 20 000 cas fortement suspects. Une progression foudroyante et un taux de mortalité de 4% de décès. Et puis, par contre, sur le reste de la Chine, une progression très lente, des milliers de personnels de soins à traquer tous les cas contacts pour remonter à chaque fois quand il y avait quelqu'un de malade, pour tous les isoler. Non seulement les cas positifs, non seulement les premiers contacts, mais les contacts des contacts. Et un taux de mortalité extrêmement bas, inférieur à 1%. Au niveau des masques, on a 2 types de masques. Le premier, c'est celui-ci, c'est le masque chirurgical qui ne permet pas de se protéger soi-même mais de protéger les autres parce qu'en fait il va retenir les gouttelettes quand je vais parler. Et le second masque du coup qu'on ne met que quand on rentre dans la chambre d'un patient qui est suspect d'avoir le coronavirus. C'est plutôt quand on va faire des gestes invasifs, notamment au niveau de la zone pharyngée. Ce masque, c'est le masque FFP2 qu'on appelle aussi masque canard parce que ça te fait une belle tête de canard, plus cher et qui est un peu en pénurie partout. Protège le patient parce que rien ne sort et te protège toi aussi parce que rien ne peut rentrer. En tant que soignant, on est tous considérés comme porteurs asymptomatiques, donc on porte un masque chirurgical toute la journée. Je peux te dire que c'est pas très agréable, on a chaud, ça gratte le nez et puis tu ravales ton CO2. Mais la priorité, c'est de protéger les autres avant tout, qu'ils n'arrivent pas avec une maladie particulière aux urgences et qu'ils repartent avec le coronavirus. Pour les patients qui arrivent avec une suspicion de coronavirus mais qui sont pas graves, qui ne relèvent pas des urgences, il y a des consultations qui ont été créées, des services de consulte où les patients vont pour être un peu aiguillés sur leur prise en charge. Il y a tellement plus de place pour gérer les autres patients que les coronavirus que du coup on a installé des lits à l'extérieur dans les couloirs. La radiologie ne prend plus aucun rendez-vous si ce n'est pas dans le cadre d'une urgence ou dans le cadre d'une hospitalisation. Et pourquoi nos statistiques ils sont aussi forts chez nous? Je peux pas vous répondre. Nous, on teste très peu de monde. Donc peut-être qu'en fait, il y a des porteurs qu'on sait pas à droite à gauche. Plus on teste, plus on en découvre. Il y a certainement, pour aller dans cette question, il y a certainement des susceptibilités de population individuelle. Aujourd'hui, c'est assez fou le nombre de patients qui se consultent aux urgences comme motif une suspicion de coronavirus. D'un point de vue des recommandations, les tests pour dépister le coronavirus sont très limités. On ne teste que 2 types de patients, les patients qui sont très symptomatiques ou alors les patients qui ont des comorbidités comme de la tension, comme du diabète et qui risquent de décompenser leur pathologie et de s'aggraver très rapidement. Énormément des gens qui consultent aux urgences sont vus, sont examinés et rentrent chez eux parce que de toute façon, on n'aura pas de traitement à leur apporter étant donné qu'ils sont peu symptomatiques. Et c'est quoi nos arguments pour dire qu'on ne teste pas tout le monde chez nous? Le coût, l'absence de réactif. On ne peut pas. D'accord. Ça coûte combien un test? Alors ça dépend des tests. Il y a 2 tests, donc 100 € pour le multiplex et 25 € pour le test PCR du virus incriminé là. D'abord, il paraît que les réactifs sont fabriqués en Italie. Donc en fait, comme il y a un embargo, c'est compliqué de les recevoir. Dans un service d'urgence, il y a plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle l'accueil, c'est là où tous les patients sont vus. Et ensuite, il y a 2 voies qui s'offrent aux patients. Soit les patients ne sont pas graves et ne nécessitent pas une hospitalisation, du coup ils sortent. Soit les patients nécessitent une hospitalisation. Et là, selon la durée, en fonction de la gravité de leur pathologie, on va soit les mettre en UHCD, soit en UMAT. Depuis le début du coronavirus, tous les patients qui étaient Covid+ et avec un facteur de gravité pour être hospitalisés passaient en UMAT. L'UMAT était réservé que
au Covid. Et donc du coup, l'UHCD était réservé aux autres patients. Depuis aujourd'hui, il y a tellement de patients qui sont Covid+, avec d'autres problèmes, qu'on a aussi réservé l'UHCD. Le problème de l'UHCD, c'est que c'est pas des box, c'est un endroit libre avec juste des rideaux. Donc du coup, c'est une sorte de biome avec des gouttelettes de virus qui volent un peu partout. C'est juste un enfer pour travailler. Alors pour gérer cette crise, les services dans les étages sont aussi obligés de s'organiser. Par exemple, chez nous, le service de chirurgie viscérale, le service de chirurgie orthopédique et celui de gynécologie obstétrique se sont rassemblés ensemble, se sont délocalisés pour faire plus qu'un seul service et gérer leurs patients ensemble et laisser du coup les deux autres services qui sont libres juste pour les Covid. Il y a aussi des lits qui sont en train de s'ouvrir dans les étages dans des services qui étaient un peu désaffectés. Donc il y a des médecins qui vont devoir prendre en charge des patients en plus de leurs patients qu'ils ont actuellement pour pallier à cette demande parce que les urgences sont surpeuplées de coronavirus et il y a certains patients qu'il faut vraiment qu'on hospitalise. Donc il faut bien les allonger quelque part, on va pas les mettre par terre. Est-ce que vous avez vu les chiffres sud-coréens? C'est le plus intéressant, je trouve. Parce qu'ils ont pris des mesures assez rapides aussi. C'est là le pays au monde, jusqu'à présent, qui a le plus testé les gens. Ils ont testé le plus possible de personnes. Donc en fait, c'est eux qui ont les chiffres les plus vrais. Là, finalement, ils n'ont pas tant de cas que ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un taux de mortalité très bas. Ils sont à 0,5%. Enfin, pourquoi elle est grave, cette maladie? Elle est grave parce que si on considère qu'il y a 0,5% de létalité, en fait, c'est comme ça touche énormément de monde, 0,5% de plusieurs millions, c'est quand même un peu de monde. Et voilà, c'est une fin de journée et je vous avoue que je suis fracassé. Il ne faut pas faire des journées comme ça tous les jours, hein, parce que c'est compliqué quand même physiquement. Je vous ai un peu montré la situation à l'hôpital, enfin plus particulièrement aux urgences. On est vraiment au tout début de la crise, au tout début de l'aménagement des services, notamment du service des urgences qui est l'endroit qui filtre le plus de coronavirus dans un hôpital. Il y a énormément de mesures qui sont prises, ça chamboule tout le fonctionnement des soins hospitaliers. À l'heure actuelle, on ne peut pas se prononcer sur l'évolution, mais c'est sûr que si on n'arrive pas à s'adapter d'un point de vue matériel et puis d'un point de vue humain, on risque d'avoir quelques difficultés à l'avenir. Les chiffres qu'ils nous lancent, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire parce qu'on n'a jamais ce qu'on appelle le dénominateur. On ne sait jamais que le nombre de cas. En fait. On ne donne aucun chiffre dans la mesure où on n'en connaît pas, aucun pourcentage, disons, dans la mesure où on ne connaît pas le dénominateur.